C'est qui? Je suis Yvan Cugius de Sud Radio, vous êtes Françoise Hardy? Ah bon, bah écoutez, je vous ouvre. C'est vous, je c'est vous vous ouvre. Françoise, c'est bien vous? Oui. Et ne vous trompez pas, vous ne prenez pas l'ascenseur qui est en face de l'entrée de l'immeuble, vous allez à droite et... Super, voilà. J'arrive, à tout de suite Françoise, merci beaucoup. Sud Radio. Loft Music. Yvan Cugius. Il n'y a peut-être pas de quoi en faire un drame, ça ne mérite pas tout ce vacarme, il faut relativiser, c'est-à-dire évaluer par le biais d'un autre prisme, juste déplacer le viseur pour décaler le curseur. Bien sûr, cela peut paraître important, mais non, pas forcément. L'essentiel, ok, mais oui, dans quel repère, quelle abscisse et quelle ordonnée? Avoir peur avant de rentrer sur scène, mais c'est un truc presque qui relève du quasi obscène. Attendez, mais peur de quoi? La peur, c'est pas ça. La peur, l'unique, la vraie, c'est quand on sent la fin arriver. Le reste, c'est du pipi de chat. Vous allez pas me dire que vous avez peur d'aller prendre du bon temps. Ce serait, comment dire, déplacé, agaçant et même presque indécent. Alors, je me perds en généralité, puis je m'aperçois tout d'un coup que Françoise Hardy ne fait pas de scène. Comment? Mais alors, comment faire une avant-scène avec Françoise Hardy qui n'en fait pas? Comment on fait? Eh ben, on va justement en parler. Sud Radio. Loft Music. Bonjour Françoise Hardy. Bonjour. Merci d'être là et de nous accueillir. Alors, vous nous accueillez chez vous parce que la scène, la loge, c'était compliqué de trouver un concert de Françoise Hardy. Et... Oui, en effet, puisque j'ai arrêté. J'ai cherché pourtant, mais j'en ai pas trouvé, quoi. Plus de scènes depuis 68. Par contre, quasiment 30 albums. Le 28e précisément. Oui, quand alors on parle là, de personne d'autre. le nombre d'albums, moi je ne sais pas moi-même. Moi je les ai comptés, Françoise. Mais selon les journalistes, ça varie entre 24 et 28. Alors, là, c'est la première fois que j'entends 30, mais bon. Oui, moi précisément c'est 28. J'ai arrondi. Après, en même temps, on n'est pas perturbé dans le comptage par les albums live chez vous. En effet, mais par contre, il y a pas mal d'albums en langue étrangère, donc ça peut aussi... Et puis beaucoup de compilations, ouais. Donc ça peut perturber pour le comptage, comme vous l'appelez. Pour le comptage. La scène, donc la dernière, c'était effectivement en 68. Il n'y a jamais eu de manque. On a très tôt, Françoise Hardy, chez vous, compris que le moyen d'expression scénique n'était pas quelque chose de fondamental, finalement. Ah oui, non, mais surtout que je n'étais pas faite pour ça. Voilà, moi j'ai découvert mes limites en commençant à chanter. J'en étais vraiment très inconsciente quand j'ai commencé. Et il faut quand même avoir une relative aisance quand on chante sur scène. Et il faut pouvoir compter sur sa voix. Et moi, je n'ai jamais pu compter véritablement sur ma voix. D'où d'ailleurs, quand je dois enregistrer un album... pas mal de stress parce que je ne suis jamais sûre que la voix va obéir ou pas. J'ai une voix très indocile. Après, au-delà de la voix, l'acte de chanter n'est pas lié que finalement à la voix. Mais si. C'est un acte beaucoup plus global, non? Quand on est sur scène, évidemment qu'on chante, mais on fait passer aussi d'autres choses par d'autres vecteurs que celui de la voix. Non. En ce qui me concerne, c'est quand même très important parce que les quelques années où j'ai fait de la scène, à l'époque, les tours de chant duraient une demi-heure et je chantais des chansons, vous voyez, tous les garçons, les filles, ta, sur la même note, c'était pas trop compliqué. Mais par la suite, quand j'ai commencé à travailler avec des artistes comme Michel Berger ou pire encore comme Gabriel Yared qui me faisait chanter musique soul, ça, j'aurais été incapable de faire ça sur scène. Déjà, faire ça en télévision, dans des émissions de télévision, c'était un enfer parce que je ne pouvais pas rester statique et chanter j'écoute de la musique soul à rouler par terre. Ce qui rejoint, j'avais lu une réflexion de Thomas, votre fils, qui disait qu'en vous ayant vu dans un clip ou dans une émission danser, oui, il avait un peu honte. Avait été un peu gêné en disant maman, c'est pas comme ça qu'on danse, c'était pas du tout dedans, quoi. Oui, d'ailleurs, on a passé dans cette émission où il a dit ça, enfin une émission récente de C'est à vous, le document qu'ils ont passé, moi j'avais pas tellement honte des petits pas que je faisais, mais j'ai eu honte de ma tenue. Alors, je me disais, mais comment j'ai pu porter une tenue aussi moche, mettant aussi peu en valeur?
Ben oui, on n'a pas toujours conscience. Hein. Ouais. Françoise Hardy, vous êtes consciente quand même du coup que c'est très rare dans le parcours d'un artiste de faire autant d'albums, d'avoir un public fidèle sans le rapport à la scène. Oui, non seulement c'est rare, mais c'est un gros inconvénient parce que c'est devenu de plus en plus difficile la promotion d'un album, et c'est sûr et certain que le direct à la télévision, le direct à la radio et la scène, les tournées, etc. contribuent à faire connaître l'album qu'on vient de faire. Donc je me sens toujours aussi, mais enfin ça, j'ai toujours eu ça, je me sens aussi complexée par rapport aux gens avec lesquels je travaille, parce que j'éprouve toujours une grande gratitude vis-à-vis des musiciens qui m'offrent une mélodie. Je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire. Et je me dis, bon, je vais pas pouvoir défendre ça autant qu'il faudrait. Oui. Mais bon, ils le savent. Je ne les prends pas en traître. Pourtant, Étienne Dao est parmi ceux qui le soulignent. Vous avez construit un véritable univers très personnel, très singulier, qui explique peut-être justement cette durée, parce que on dure quand même quand on impose quelque chose de très identifiant, de très fort, de très attirant. Je ne suis pas sûre d'avoir un univers si personnel que ça. Parce que j'ai toujours été en quête, je ne dirais pas que toutes mes chansons toutes les chansons que j'ai enregistrées sont intemporelles, loin de là, mais enfin, je suis en quête de l'intemporalité, et par définition, c'est quelque chose, une chanson, une mélodie intemporelle. Voilà, c'est ça ma quête. Une mélodie intemporelle, elle peut être chantée par n'importe quel chanteur. Que ce soit une grande ou une petite voix, que ce soit quelqu'un de jeune ou de moins jeune. Donc, moi, s'il faut s'identifier ou se définir, c'est vrai que j'ai un registre très sentimental, très romantique. Et je ne suis pas la seule, heureusement, à avoir ce registre-là. Ce n'est pas un registre identifiable comme celui, par exemple, de Jacques Dutronc. Ça me dit quelque chose, Jacques Dutronc, maintenant que vous m'en parlez. Oui, parce que lui, quand il a commencé à chanter, ça n'existait pas ce qu'il chantait. C'était totalement nouveau. On peut dire ça aussi de Véronique Sanson. Le premier album qu'elle a fait, quand j'ai entendu ça, d'ailleurs, je dis toujours, toutes les chanteuses sont larguées avec son album parce qu'elle amenait quelque chose de vraiment, vraiment original qu'on n'avait jamais entendu auparavant. Un phrasé, un son, un univers musical qui n'existait pas avant ça. Alors finalement, c'est certainement tout ça, cette longévité s'explique simplement peut-être sur la vérité, la réalité, la cohérence entre ce que vous êtes. L'exigence. Moi, je pense que c'est comme on me pose parfois la question. Donc ça m'a amené à réfléchir un tout petit peu et je pense que je suis vraiment très très exigeante. Et puis j'ai remarqué, alors je ne donnerai pas de nom, mais j'ai remarqué que certains chanteurs ou chanteuses n'ont pas toujours le discernement qu'il faut dans le choix de leur chanson. Alors le discernement, ça n'est pas de choisir la chanson qui risque de fonctionner, c'est de toujours être vraiment très exigeant sur la qualité mélodique. Et voilà. Vous définissez la chanson d'ailleurs comme ça, c'est une mélodie. On va reparler de ça, Françoise. Oui, parce que ça, c'est un sujet compliqué dans le monde d'aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui marchent très très bien, qui plaisent à un nombre public et qui ne sont pas mélodiques, justement. Je suis assez d'accord. On écoute Message personnel. Au bout du téléphone, il y a votre voix. Et il y a les mots que je ne dirai pas. Tous ces mots qui font peur quand ils ne font pas rire, qui sont dans trop de films, de chansons et de livres. Je voudrais vous les dire, et je voudrais les vivre. Je ne le ferai pas. Je veux, je ne peux pas. Je suis seule à crever et je sais où vous êtes. J'arrive, attendez-moi, nous allons nous connaître. Préparez votre temps, pour vous j'ai tout le mien. Je voudrais arriver, je reste, je me déteste. Je n'arriverai pas, je veux, je ne peux pas.
devrais arriver, où je devrais dormir. J'ai peur que tu sois sourd, j'ai peur que tu sois lâche, j'ai peur d'être indiscrète. Je ne peux pas vous dire que je t'aime, peut-être. Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent. Et cours, cours jusqu'à perdre haleine, viens me retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes, et si ce jour-là tu as de la peine à trouver où tous ces chemins te mènent, viens me retrouver. Si le dégoût de la vie vient en toi, si la paresse de la vie s'installe en toi, pense à moi, pense à moi. Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne le considère pas comme un problème. Et cours jusqu'à perdre haleine, viens me retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes, n'attends pas un jour, pas une semaine, car tu ne sais pas où la vie t'amène. Viens me retrouver. Si le dégoût de la vie vient en toi, si la paresse de la vie s'installe en toi, pense à moi, pense à moi. Mais si tu Message personnel, Françoise Hardy nous reçoit chez elle, ce n'est pas dans la loge, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est chez elle, à la maison, à l'heure du thé, 20h c'est un peu tard pour le thé. Ah oui, qu'est-ce qu'elle fait Françoise Hardy à 20h? 20h, je réponds à mes mails avec la télévision allumée. Alors donc s'il y a quelqu'un qui m'intéresse dans l'émission, c'est à vous dans l'émission de Claire Chazal. À ce moment-là, j'interromps ma correspondance et je regarde, j'écoute plus attentivement. Voilà ce que je fais parce que je me couche extrêmement tôt. Comme je me réveille extrêmement tôt, je me couche extrêmement tôt. Donc je dîne très tôt et à 9h en général, je suis couchée. Ah oui, en effet. Oui, mais pas pour dormir. Non. Devant la télévision parce que c'est mon repos, c'est ma récompense de la journée, c'est de regarder quelque chose d'intéressant à la télévision. Françoise Hardy, on va vous retarder votre coucher avec ce Loft Music ce soir oui, que l'on fait chez vous. C'est pas bien. On revient tout de suite sur Sud Radio avec vous, Françoise Hardy. Sud Radio. Loft Music. Yvan Cugios. Françoise Hardy nous reçoit chez elle. Le nouvel album s'appelle Personne d'autre, on va évidemment en parler. Vous parliez tout à l'heure de votre définition de la chanson. Et je cite souvent Bachung qui disait qu'on rentre dans une chanson par la mélodie et on y reste par le texte. Ça correspond à peu près à votre définition ? Non. Je trouve que le texte est indissociable évidemment de la mélodie, mais il est au service de la mélodie. Donc vous pouvez avoir le plus grand texte, le plus beau texte, si la mélodie n'est pas à la hauteur, ça restera pas.
Voilà, enfin moi c'est mon opinion. Comment on choisit une mélodie? Parce que c'est un peu l'histoire d'ailleurs de cet album, de cette genèse d'album où vous avez reçu de la part d'Eric Benzi des mélodies qui vous ont donné envie. C'est ça, ça veut dire qu'elle provoque le désir, la mélodie? Elle a quoi comme influence sur vous quand vous la recevez nue? Surtout, je sais que si une mélodie me procure une certaine émotion, donc me touche, si je la trouve belle, il y a des chances pour que j'arrive à écrire dessus. Je ne pourrais jamais écrire de texte sur une mélodie qui ne me fasse aucun effet. Il faut que ça me fasse un effet. Elle contient le texte, si je puis dire, la mélodie? Oui. D'ailleurs, je suis convaincue, enfin c'est une évidence, il n'y a pas à être convaincu, c'est une évidence qu'à partir du moment où la mélodie d'un musicien me touche, lui et moi avons une longueur d'onde commune. Oui. Avons une vibration commune. Vous êtes très à l'écoute de ça? Vous mettez, comment dirais-je, une dimension métaphysique dans tout cet acte de chanter, d'écrire, de création, quelque chose comme ça oui, presque ésotérique, si je puis dire. Enfin ésotérique, je ne sais pas, métaphysique peut-être, parce que j'ai toujours pensé, enfin je pensais pas ça du tout au début, parce que j'étais trop jeune, je ne savais rien, mais les plus grands thèmes mélodiques, les plus grandes mélodies, je pense que l'inspiration vient en partie d'ailleurs. Elle vient évidemment du tréfonds de soi-même, mais ça rejoint un certain au-delà qu'on peut qualifier de divin, encore que Dieu, Dieu, c'est pas du tout ce qu'on entend, ce que les Occidentaux entendent par là, pour moi. Hein. C'est quelque chose d'inconcevable. C'est une énergie et un niveau de conscience qui est tellement au-dessus de ceux de l'être humain qu'on ne peut pas concevoir. De pleine conscience, cette fameuse pleine conscience, voilà. C'est ça. Mais je pense, par exemple, les grands... La première fois que je l'ai pensé, c'est vraiment en écoutant des thèmes mélodiques de musique classique. Et je me suis dit, mais c'est pour ça que certains compositeurs de musique classique sont morts très jeunes ou sont devenus fous, parce que ça implique d'arriver à composer quelque chose d'aussi beau, de transcendant. Hein. Ça implique d'être connecté à la transcendance. Et à partir du moment où vous vous branchez à un courant qui est supérieur à vos capacités, à votre propre voltage, quelque part, ça peut être dangereux. D'accord. Voilà. On va écouter Le Large, précisément, qui est une chanson écrite par la grande Sophie et qui traite de cette sérénité, j'allais dire, ou de cette manière de lâcher, de partir en étant apaisé. Oui, alors, moi, oui, évidemment, parce que la grande Sophie a eu ce grand mérite, vous n'imaginez pas. Moi, j'ai reçu des chansons, quand ça s'est su que j'avais commencé à enregistrer, j'ai reçu beaucoup de chansons, mais la plupart ne tenaient absolument pas compte de l'âge que j'ai. Et je trouve qu'à l'âge que j'ai, il est important quand même de rester crédible. Vous ne pouvez pas chanter ce que vous chantiez quand vous aviez 40 ans, ni même 50. Bon. Et la grande Sophie m'a envoyé donc Le Large, et je me suis dit, là, elle a fait fort. Mais c'est un tout, une chanson, et donc moi j'ai reçu le tout. Ça veut dire que je trouvais la mélodie très très belle, et puis je trouvais que dans le texte il y avait aussi des images très poétiques et très originales que jamais je n'aurais été capable de trouver moi-même. Donc c'est ça qui m'a vraiment époustouflée, et j'ai senti que à tort ou à raison, que cette chanson avait un potentiel. Mais si vous l'écoutez, je me suis dit par la suite, mais ça pourrait être une chanson de marin, un navigateur solitaire, par exemple, qui part pour je ne sais quel grand voyage autour du monde, etc., et puis qui veut rassurer ses enfants. Donc ça pourrait être ça, tout à fait, hein, Le Large. Une histoire banale gravée dans ma mémoire. Aucun bateau pirate ne prendra le pouvoir. Aucune étoile filante me laissera dans le noir. Aucun trac, aucun. Et demain, tout ira bien. Tout sera
mes yeux délavés. Aucun sable ni la dune n'arrête le sablier. Aucun quartier de lune, aucun et demain. Tout ira bien, tout sera loin. Là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin. Donne-moi la main. Là au final, quand je prendrai le large. Aucun autre décor, aucun autre que toi. Aucune clé à bord, aucune chance pour moi. Et demain, tout ira bien, tout sera loin. Là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin. Donne-moi la main. Là au final, quand je prendrai le large, aucun requin, aucun air triste. Aucun regret, aucun séisme. Aucune langue de bois. Aucun chaos, aucun. Et demain, tout ira bien, tout sera loin. Là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin. Donne-moi la main. Là au final, quand je prendrai le large. Le large, Françoise Hardy qui nous reçoit chez elle ce soir. L'album s'appelle Personne d'autre. On en parle avec elle évidemment. On se retrouve juste après ça sur Sud Radio. Loft Music. Yvan Cugius Sur Sud Radio. Avec Françoise Hardy ce soir qui nous accueille chez elle à la maison à cette heure calme, détendue, qui est un moment d'apaisement certainement d'une journée. Ah oui, c'est le moment. Elle est très ritualisée détente. votre journée alors Françoise Hardy. Oui, Elle est très complètement. on fait les choses à la même heure. C'est très embêtant d'entrer dans certains détails, mais à partir du moment où on est fragilisé par certains problèmes, vous êtes obligé d'avoir une discipline de vie et d'avoir des horaires qui ne changent pas trop. Est-ce que ce rapport au moment difficile, la confrontation à la faim, à la maladie, a changé votre manière d'écrire et même au-delà du texte, on imagine que certaines thématiques ont été inspirées par ça forcément, mais aussi par rapport à la musique. Est-ce que vous pensez que le genre de mélodie après ces moments, ces épreuves, les mélodies que vous aimiez ont peut-être évolué, ou est-ce qu'il y a eu quelque chose dans la musique qui a été modifié ? Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas du tout. Alors qu'est-ce que ça a changé par rapport à l'écriture ? Ni même dans le texte, parce que personnellement, je ne me réclame comme chanson parlant du thème de la fin de la vie terrestre, donc qu'on appelle la mort. Je ne me réclame que du texte de tant de belles choses que justement j'avais écrit parce qu'on m'avait diagnostiqué un lymphome, qu'on ne savait pas, enfin moi-même je ne savais pas si je serais là à la fin de l'année. On m'a diagnostiqué ça début janvier et mon anniversaire tombe un 17 janvier, ainsi que celui d'une grande amie de Thomas qui est également une grande amie à moi. Et on a fêté donc notre anniversaire dans ces circonstances. Et à un certain moment, Thomas s'était levé. Moi, je pensais qu'il allait aux toilettes. Bon. Et puis notre amie commune, au bout d'un moment, comme il tardait à revenir, me dit, ça m'est très difficile d'en parler parce que je suis toujours très émue quand je parle de ça. Elle me dit, il s'est levé parce qu'il veut pas qu'on le voie pleurer. Et donc,
Ça m'est très difficile. Et donc, dès le lendemain, comme j'avais reçu une mélodie superbe que m'avait amenée Alain Lubrano, parce qu'il avait rencontré Pascal Daniel, donc une musicienne assez exceptionnelle, dont d'ailleurs j'ai enregistré par la suite d'autres mélodies. Et cette mélodie sublime, je l'avais à ma disposition et j'avais ce bouleversement. Et j'ai pensé, au chagrin de Thomas, et j'ai écrit ce texte pour sublimer tout ça. Mais on peut pas écrire là-dessus trop de fois, quoi. Donc, même une fois, ça suffit, quoi. Mais si vous voulez, c'est pas le fait d'être dans ces circonstances-là, qui m'a inspiré le texte, parce que, comment dire, ce que je dis dans le texte, c'est quelque chose que je pensais avant qu'on me diagnostique quoi que ce soit. Et quand j'ai été très malade en 2015, je n'étais pas consciente pendant les 3 semaines et tout ça, et donc c'est petit à petit, après, quand j'ai émergé, que je me suis rendu compte de ce que j'avais vécu pendant ces 3 semaines à mon insu. Ça n'a pas vraiment influé, mais bon, ça m'a peut-être permis de l'exprimer, je sais pas, mieux ou pas mieux. Je crois que de toute façon, quand on vieillit, c'est un thème auquel on est obligé de penser, qu'on soit malade ou en bonne santé. Même s'il me faut lâcher ta main, sans pouvoir te dire à demain, rien ne défera jamais nos liens. Même s'il me faut aller plus loin, couper des ponts, changer de train, l'amour est plus fort que le chagrin. L'amour qui fait battre nos cœurs va sublimer cette douleur, transformer le plomb en or. Tu as tant de belles choses à vivre encore. Tu verras au bout du tunnel se dessiner un arc-en-ciel et refleurir les lilas. Tu as tant de belles choses devant toi. Même si je veille d'une autre ville, quoi que tu fasses, quoi qu'il t'arrive, je serai avec toi comme autrefois. Même si tu pars à la dérive, l'état de grâce, les forces vives reviendront plus vite que tu ne crois. Dans l'espace qui lie ciel et terre se cache le plus grand des mystères. Comme la brume voilant l'aurore, il y a tant de belles choses que tu ignores. La foi qui abat les montagnes, la source blanche dans ton âme. Pense-y quand tu t'endors, l'amour est plus fort que la mort.
cache le plus beau des mystères. Pense-y quand tu t'endors, l'amour est plus fort que la mort. Françoise Hardy nous reçoit. L'album s'appelle Personne d'autre. Vous parlez d'une manière extrêmement apaisée et très positive aussi. C'est-à-dire qu'on parle... Je suis pas du tout apaisée. Hein. Je peux aussi, ça peut vous rassurer ou vous étonner. Alors je le dis parce que je reçois une voix apaisée, centrée, placée, stable. Je sens pas de... Non, je me trompe, donc ça veut dire que la voix votre voix ne traduit pas le... Non, mais je ne suis pas apaisée du tout parce que, comment vous dire, moi, le moindre petit truc qui m'arrive... bon, d'abord, dans la promotion, tout ce qui est télévision, vous n'imaginez pas le stress dans lequel ça me met. Et je sors Pourquoi Françoise Hardy? Mais parce que je sais que je suis très émotive et que je suis très secondaire. Être secondaire, ça veut dire que quand on vous pose une question inhabituelle, la bonne réponse, elle vous arrive 3 jours après. Et donc... Voilà, vous voulez dire que je vous pose que des questions habituelles, alors du coup. Oui, un peu. Et donc, non, mais ce que je voulais dire, c'est que en général, je sors de ces émissions de télévision en étant persuadée que j'ai été en dessous de tout. Enfin, donc voilà, c'est beaucoup de stress. Puis alors, dans la vie de tous les jours, chaque fois que j'ai quelque chose qui va pas physiquement, je suis vraiment angoissée, très angoissée. Mais je m'angoisse très facilement pour beaucoup de choses. Et si j'ai pas de nouvelles de Thomas pendant trop longtemps, alors, je commence à m'angoisser à son sujet. Pour plaisanter, pour l'anecdote, c'est combien trop longtemps? Oh. 1 heure, 2 heures? Ah non, une semaine. Ah oui, quand même. Voilà, une semaine, une dizaine de jours. Ouais. Je commence au bout d'un... Mais même Jacques, ça me fait ça aussi. Hein, s'il me laisse sans nouvelles pendant trop longtemps, je me dis, oh là là. Et puis comme je veux pas le déranger, donc je patiente. Et puis il arrive un moment où je me dis, bon, je vais quand même lui envoyer un mail. Et le dernier que je lui ai envoyé il y a pas longtemps, je lui mets pas de nouvelles égale bonne nouvelle, point d'interrogation. On parle de Jacques Dutronc, bien évidemment. Et toute cette pratique artistique a apaisé quelque chose? Votre écriture, tout ce que vous avez fait, est-ce qu'il y avait aussi cette volonté peut-être d'essayer d'apaiser quelque chose à travers l'expression artistique? Non, consciemment ou pas consciemment? Ma seule préoccupation. Elle sert à quoi alors cette expression artistique qui est la vôtre, l'écriture, la chanson? Ma seule préoccupation, c'est d'être à la hauteur de la mélodie. Moi, je me suis toute ma vie sentie au service des mélodies. Alors, c'est pas facile parce que si c'est moi qui écris le texte, alors déjà, il faut écrire un texte qui soit valable. Oui, mais ça résonne en vous, tout ça. Qui capte correctement l'esprit de la mélodie, et puis ensuite, il faut la chanter correctement. Oui, et pour cet album-ci, j'ai eu beaucoup de difficultés à chanter quand même. Oui, mais cet acte, cette pratique de la chanson, cette expression de la chanson a dû quand même avoir une résonance en vous et a changé quelque chose. 28 albums, c'est pas anodin, il y a des choses qui ont évolué en vous, grâce à ça. Écoutez, comment vous dire, moi, le fait de faire des chansons, de les enregistrer, de faire des albums, c'était vraiment un exutoire... très important. Je ne sais pas ce que je serais devenue si je n'avais pas eu ça, parce que c'était ce qu'on appelle la sublimation. C'était faire du beau avec du douloureux. Voilà. La résilience. Que la douleur débouche, le chagrin, les désespoirs, etc., débouchent sur quelque chose de beau qui m'émeut moi pour commencer, et puis si possible qui émeuve les gens qui vont entendre la chanson. Ça a été un des grands bonheurs de ma vie. Et pour cet album-ci, par exemple, je me rappelle, mais ça m'a fait ça pour toutes les chansons, mais je me rappelle quand j'ai reçu la mélodie de Pascal Daniel que j'évoquais tout à l'heure,
Oh là là, au Alors, bout de 3 écoutes, quelle chanson, c'est dites-moi. Personne d'autre. Oui, ben c'est celle qu'on va Voilà. écouter, tout est raccord. Alors, Il n'y a pas de hasard. au bout de 3 écoutes, mais j'étais envoûtée littéralement par cette mélodie. Je la trouve, elle est très étrange. Elle a vraiment, alors elle a une identité mélodique, Pascal Daniel. Et puis finalement, quand j'ai écrit le texte, parce que dans un premier temps, il y a l'angoisse de jamais y arriver, hein, je l'ai à chaque fois. Puis finalement, je suis arrivée. Et quand ce texte a été terminé, je crois que ça, c'est un très grand bonheur. C'est un bonheur vraiment... on est euphorique, quoi. Ça dure pas longtemps, parce qu'après, il y a une autre mélodie qui arrive et il faut continuer. Personne d'autre. Un signe comme un appel, un air intemporel. Personne d'autre que toi pour l'entendre. Tes yeux couleur de ciel, quelque chose d'irréel. Et moi qui reste là à t'attendre. En quel temps, en quel lieu, sur quelle planète ma mémoire se trouble un peu. Elle invente, me prend en traître pour des signes en creux. Autre vie, autre mot en pure perte. À quoi bon fermer les yeux? Comment perdre autant la tête pour un signe ou deux? Univers parallèle, faux contact, étincelle. Et moi qui baisse les bras, désolé. Après les coups mortels, les regrets éternels. Et toi, où que tu sois, exilé. Autre temps, autre espace, autre conquête. Ma mémoire se brouille un peu. Elle invente, me prend en traître. Ou des signes en creux. Autre époque, autre rêve, autre tempête. Même un cœur sorti du jeu risque de battre encore peut-être pour un signe ou deux. Personne d'autre. Françoise Hardy nous accueille à l'occasion de la sortie de son nouvel album éponyme, au titre éponyme, et nous sommes chez Françoise Hardy, non pas avant l'entrée en scène, mais avant la nuit, si je puis dire, avant le sommeil. Mais oui, voilà. C'est ça. On est dans l'éloge du sommeil. Je vais m'endormir plus tard, parce que tout ça, vous savez, parler, etc., ça amène quand même une certaine... excitation, oui. pardon, Donc surexcitation, on a plus de difficultés à s'endormir. Bon, écoutez, on parce qu'on chantera se une dit, oh là là, berceuse. mais qu'est-ce que j'étais répondre ça, mais pourquoi, mais... On se retrouve juste après ça avec vous, Françoise Hardy. Sud Radio, Loft Music, Yvan Cugios. Avec Françoise Hardy, chez elle. Donc, effectivement, c'est assez... comment dirais-je, touchant d'entendre cette volonté finalement d'être à la hauteur tout le temps chez quelqu'un comme ça. C'est presque obsessionnel chez vous dans ce que j'entends. Oui, mais je suis très obsessionnelle, vous savez. Alors ça c'est quelque chose dont j'ai fini par prendre conscience. D'abord, je suis toujours en quête un peu du même genre de chansons chez les autres, hein. Et quand je trouve un album ou une chanson
d'un autre artiste qui me fait un effet énorme, alors là, je n'écoute plus que ça, mais toute la journée, pendant très longtemps, jusqu'à sursaturation. Ah oui, je vois tout à fait, Voilà, je suis une droguée des belles mélodies. Il y a une mécanique assez récurrente sur tout cet album, c'est que on commence sans batterie, sans percussion, sans beat, si je puis dire, et puis tout ça, le rythme arrive plus tard. Toutes les chansons, quasiment, à part peut-être Un mal qui fait du bien, où il y a une rythmique qui entre directement, mais dans la quasi-totalité des autres chansons, il y a quelque chose de très planant au début, et là, le rythme arrive un petit peu plus tard. C'était conscient, c'est une volonté, ça? La chanson de Yael Naïm qui me bouleverse littéralement, cette chanson, ça commence à cappella. Cappella. Oui, et ça, parce que c'était une chanson dont il était évident pour moi qu'il fallait une progression dans ce qui se passait derrière. Ouais. Symboliquement, on peut y trouver un symbole à ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a une démarche comme ça, d'ailleurs, récurrente effectivement, mais voilà, le rythme, le tempo n'arrive que quand on a posé les choses. Le rythme prend corps une fois qu'on a peut-être pris le temps, pris l'espace, et cette rythmique doit forcément arriver plus tard finalement. C'est toujours forcément... C'est une vision. Je ne sais pas, parce que par exemple la première chanson à Cache-Cache, la rythmique elle est là tout de suite, il me semble. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais eu l'idée de la mettre en premier, parce qu'elle a un côté un peu comme ça pop. Ouais. Ou la chanson qui s'appelle Trois petits tours, il y a tout de suite le rythme. Mais non, moi ce que je recherche aussi dans les mélodies, c'est que j'aime pas les mélodies trop linéaires. Ça dépend, parce qu'il y en a, ça existe des mélodies linéaires qui sont magiques. Mais j'apprécie quand une mélodie décolle à un certain moment. Ça, c'est très, très important, parce que là, on est au summum de l'émotion. Là, l'émotion, vraiment... Quand vous parlez de musique classique, Françoise Hardy, quel est le type de compositeur que vous aimez, par exemple? Écoutez, s'il faut d'en choisir qu'un, je prendrais Rachmaninoff avec le concerto numéro 2. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de concertos dont les adagios sont absolument extraordinaires, mais j'aime un peu moins le premier mouvement ou le dernier mouvement. Là, le concerto numéro 2 de Rachmaninoff, qui je crois est un des concertos les plus populaires dans le monde occidental, il est merveilleux et bouleversant, mais du début à la fin. Avec des mélodies très complexes, un jeu très complexe. Voilà, il paraît, oui, j'ai vu. Tous les pianistes ne peuvent pas jouer du Rachmaninoff. Oui. J'ai su que Rachmaninoff avait été très déconcerté par la musique qui est arrivée après lui, Stravinsky ou des compositeurs comme ça, et il disait qu'il ne comprenait pas cette musique, que pour lui, la musique devait venir du cœur. Eh bien, je pense comme Rachmaninoff. Comment vous placez la chanson par rapport à la musique classique? Gainsbourg, on s'en souvient, considérait la chanson comme un art mineur. Taisez-vous. Je me tais tout de suite, François. Gainsbourg, Serge avait raison. Parce que il était, vous savez, Serge, il avait quelque chose d'un peu pervers. Il s'est foutu de tout le monde avec ça. Mais il avait raison. Parce que, malheureusement, la plupart des gens, et moi à l'époque, sont ignorants. Donc, ils ne savent pas faire la différence entre un art mineur et un art majeur. Et Serge, qui aurait aimé être un grand peintre, lui, évidemment, il la faisait, cette différence. C'est une différence de nature, ça n'est pas une différence de qualité. Donc, un art majeur, c'est un art qui requiert une initiation. Vous ne pouvez pas être architecte sans avoir fait des études d'architecture très difficiles et complexes. Vous ne pouvez pas être musicien classique sans avoir fait des études de musique très difficiles, très complexes. Par contre, n'importe qui n'a pas étudié la musique peut faire une chanson. C'est mon cas. Donc, la chanson est un art mineur, parce que n'importe qui ne connaît pas la musique peut composer une mélodie. Mais vous pouvez avoir dans un art majeur des œuvres qui sont vraiment médiocres, de même que vous pouvez avoir dans un art dit mineur des chansons qui sont de véritables chefs-d'œuvre. Voyez la différence. Oui, donc bien sûr. La plupart des gens croient font une confusion entre la nature,
et la qualité. Et la qualité. Puisque vous partez en voyage, c'était en 2000, Françoise Hardy. Il la remercie de m'avoir accompagné à la gare. Vous parlez sérieusement ou vous vous moquez de moi? Non, il se moque pas d'elle, mais regardez, tous ces journaux, ces cigares, tout ça. Ah, je manque d'originalité, c'est vrai. Savez-vous que nous nous séparons pour la première fois? Oui, mais enfin, c'est pas très loin. Et puis, il part que 15 jours. Attendez un petit peu. Dois-je comprendre que vous allez passer ces 15 horribles jours sans compter les heures? Puisque vous partez en voyage, puisque nous nous quittons ce soir, mon cœur fait son apprentissage. je veux sourire avec courage. Vous avez posé vos bagages, Marche avant côté du couloir. Et pour les grands signaux d'usage, j'ai préparé mon grand mouchoir. Dans un instant, le train démarre. Je resterai seul sur le quai et vous me verrez dans la gare Me dire adieu là-bas avec votre bouquet. Promettez-moi d'être bien sage, de penser à moi tous les jours Et retourner dans notre cage pour mieux attendre mon retour. eh bien voilà, vous avez une place tout à fait tranquille, sans voisine, sans vis-à-vis, personne pour vous déranger. Ah, il espère que c'est un fumeur. Oh, décidément, vous êtes incorrigible. Et moi qui pensais qu'un peu d'isolement vous aiderait à vous détendre. Ah, et puis quoi encore? Oh là là. puisque vous partez en voyage. Vous m'avez promis, mon chéri, De vous écrire 14 pages tous les matins ou davantage, pour que je voie votre visage. Baissez la vitre, je vous prie. C'est affreux, je perds tout courage. Et moi je déteste Paris. Le contrôleur crie en voiture. L'enfoiré, il sait pourtant bien Que je dois rester, mais je jure que s'il crie encore une fois, moi je viens. j'ai mon amour pour ce bagage. Et tout le reste, on s'en fout. Puisque vous partez en voyage, Mon chéri, je pars avec vous. Françoise Hardy, puisque vous partez en voyage. Thème du voyage, Françoise, récurrent, hein, pour le coup, sous plusieurs formes, si je puis dire. Le voyage peut-être final, Ah, moi, le je voyage... ne suis que pour... Comme mon ami Étienne Dao, né comme moi sous le signe du Capricorne, je suis pour les voyages immobiles. Et donc... moins fatigant. Et donc, oui. Et personnellement, les voyages ne m'intéressent qu'à partir du moment où ce sont des voyages dans mon esprit. Oui. Voyager physiquement, pour moi, c'est un cauchemar. Ça l'est devenu ou ça l'a toujours été? Ça l'a toujours été. Et donc, ça veut dire... C'était aussi une des raisons, c'était pas la raison majeure, mais c'était la deuxième raison majeure pour lesquelles je ne pouvais pas faire de scène, parce que c'était tout le temps, on est parti tout le temps, on peut pas avoir de vie à soi. Non, je suis une sédentaire à un point... enfin, névrotique. Pas psychotique, mais névrotique. Une sédentaire qui ne s'ennuie jamais, Françoise Hardy? Ça m'arrive comme tout le monde, comme à tout le monde. Et en général, c'est quand je suis angoissée. Hein. Parce que l'angoisse, elle...
Elle vous empêche de vous évader autrement. Elle vous accapare, elle accapare votre esprit, elle vous paralyse. Mais sinon, non, je m'ennuie pas facilement. Puis en plus, quand on arrive à mon âge avancé, non, mais on a conscience évidemment qu'il reste très peu de temps devant soi, et on reste, parce que ce qui est très embêtant dans la condition humaine, c'est que c'est le corps qui vieillit, c'est le corps qui meurt. Mais l'esprit, lui, à moins que le cerveau soit malade, mais il faut pas confondre l'esprit avec le cerveau, qui n'en est que le support physique. Ça, c'est très important à garder en tête. Donc, l'esprit, si son support physique n'est pas malade, il continue, il évolue, il est curieux, il s'intéresse à plein de choses. Enfin, moi, c'est mon cas. J'aimerais, par exemple, relire tous les livres qui m'ont passionné tout au long de ma vie, mais je n'en aurai jamais le temps. Donc, parfois, quand j'ai un peu plus de temps, je me dis, mon Dieu, par quoi je commence? Il y a tellement de choses que j'aimerais faire. Mais c'est certainement ça qui fait que l'on reste en vie, cet appétit, ce désir. C'est même une définition du talent, ce désir-là. Oui, alors c'est ça qui est possible quand vous n'avez pas une angoisse trop grande ou quand vous n'êtes pas en état de dépression. Parce que c'est pareil, la dépression, elle vous paralyse, la dépression, par définition, vous ne vous intéressez plus à rien. Donc ça, c'est horrible. Horrible. Dans les extraits que l'on écoute de ce nouvel album, Françoise Hardy, on va finir sur Seras-tu là. J'ai vu donc que ce titre avait été enregistré à l'époque avec Julien Clerc dans une compile, mais vous n'étiez pas très contente de l'arrangement qui avait été fait. Oui, je lui ai mis un petit mot récemment d'ailleurs, je me suis dit, tiens, mais c'est lui qui avait fait l'arrangement et la réalisation. Non, c'est Pascal Obispo. Mais Pascal Obispo, je lui ai dit tout de suite quand j'ai reçu le mix 3 mois après que j'ai enregistré ma voix sans Julien parce qu'il était malade le jour de l'enregistrement, donc il a enregistré sa voix séparément. Il voulait de toute façon qu'on fasse chacun une voix entière. Quoi. Et donc, quand j'ai reçu le mix final, j'ai trouvé que ça n'allait pas. Quoi. C'est-à-dire, c'est une chanson qui est magique, et donc cette magie, il faut pas que le résultat final desserve la chanson. Et puis qu'on ne retrouve pas la magie de la chanson. Et moi, je ne la retrouvais pas. Donc vous lui avez dit, vous êtes assez cash, Françoise Hardy, quand même, hein, quand vous dites les choses, vous les envoyez pas par la poste, non? Sur le moment, ça m'a affecté au dernier degré d'entendre ce que j'ai entendu. Donc vous lui avez dit direct, j'imagine, sans prendre de gants. À Pascal Obispo, je n'ai rien dit à Julien. Et puis Julien, je lui ai écrit il y a pas très longtemps, je lui ai envoyé un petit mail pour lui dire que j'espérais qu'il ne prenait pas mal, et pour lui dire exactement ce que je viens de vous dire, que moi simplement je trouvais que la magie n'y était pas, et en même temps, si vous voulez, je n'y pensais plus à améliorer cette chanson avec juste ma voix. Je n'y pensais plus parce que j'avais eu la chance de recevoir des tas de mélodies inédites. Et puis en fait, c'est Eric Benzi, donc qui a produit 9 des chansons de l'album, à qui j'en ai parlé, mais j'en ai parlé par mail, et je lui disais, bon, je sais que c'est pas intéressant pour un producteur d'essayer d'améliorer quelque chose qui a été produit par quelqu'un d'autre, hein. C'est un travail ingrat. Et lui m'a tout de suite répondu, me dit, mais détrompe-toi, je serais très honoré si je pouvais apporter la moindre amélioration à une aussi belle chanson composée par un aussi grand artiste que Michel Berger. Voilà. Ça s'est fait comme ça. Et quand nos regrets viendront danser autour de nous rendre fous, seras-tu là pour nos souvenirs et nos amours inoubliables, inconsolables? Seras-tu là? Pourras-tu suivre là où je vais? Sauras-tu vivre le plus mauvais, la solitude,
le temps qui passe et l'habitude, regarde-les, nos ennemis. Dis-moi que oui, dis-moi que oui. Quand nos secrets n'auront plus cours et quand les jours auront passé, seras-tu là pour nos soupirs sur le passé que l'on voulait, que l'on rêvait, seras-tu là? Sauras-tu vivre le plus mauvais, la solitude, le temps qui passe et l'habitude, regarde-les, nos ennemis. Dis-moi que oui, dis-moi que oui. Seras-tu là, Françoise Hardy, pour clore ce moment très agréable qu'on a vécu avec vous, Françoise Hardy. Je sais que vous qui nous écoutez l'avez partagé avec intérêt et émotion. Merci beaucoup, Françoise, de nous avoir reçus chez vous. L'album donc s'appelle Personne d'autre et il y a tous ces titres. Alors on ne les a pas tous cités, mais il y a d'ailleurs beaucoup de participation d'éminentes personnes. Hein. On en a cité quelques-unes. Je ne sais, on a cité Yael Naïm, je crois. Hein. Ah oui, Yael Naïm. On a cité la grande Sophie, Eric Benzi, donc à la réalisation de quasiment tous les titres, hein, voilà, 9. Qui a été avec vous un partenaire, un ange de patience et de gentillesse et un magicien. Et un magicien. C'est magnifique. Merci beaucoup, Françoise Hardy, et belle et longue route. Merci à vous et bonne nuit. C'est ça, dormez bien. Loft Musique. Loft Musique. Sud Radio. Yvan Cugius.